Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde organisée par TIBCO. Je vous propose d'aborder une thématique autour de la compréhension des enjeux de la cybersécurité pour vous permettre de construire votre cyberdéfense. Accompagné de mes trois invités, nous aborderons 4 grandes questions, à la fois les enjeux de la cybersécurité, les compétences nécessaires à répondre à ces enjeux, et puis nous aborderons le financement de cette cybersécurité. Pour débattre sur ce sujet, Mathieu Kernanet, responsable sécurité du système d'information du CH Châteauroux-Leblanc, Didier Spella, directeur président de Mera Dinerid, cofondateur du CMCS et également membre du CLUSIR, et Alexandre Vidal, directeur cybersécurité du groupe TIBCO. Je vous souhaite une très bonne conférence et à très bientôt. Bienvenue à tous. Alors, Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, annonçait récemment dans la presse que la cyberattaque serait notre prochaine crise mondiale, après le terrorisme et la Covid. Qu'en pensez-vous ? C'est quelque chose vers lequel on voit avancer depuis quelques années quand même, et c'est vrai que de plus en plus d'attaques se font sentir dans le monde entier, pas que dans les environnements de par chez nous, mais c'est vraiment national et même voire international maintenant. On voit des choses entre États qui se passent et qui arrivent vraiment tous les jours. Guillaume Poupard a tout à fait raison, hein. Il suffit de suivre les chiffres, hein. On est passé de 600, cette année on évalue à 1000 milliards. Dont 20 milliards pour la France, de l'art de l'impact de la cybercriminalité. On est dans une balance, je dirais, dans un modèle économique assez simple qui est peu de moyens à investir pour avoir des résultats excellents et en plus avec peu de chances d'être pris. Donc ça ne peut qu'exploser. Je suis assez en phase avec ce que vous dites tous les deux, même si j'aurais tendance à édulcorer un peu plus le discours de Guillaume Poupard, qui a quand même une posture, une vision internationale de la cyber. Et effectivement, si on regarde globalement les choses, il y a une recrudescence des attaques et tout le monde n'est pas aussi bien préparé face à cela. Maintenant, j'ai le sentiment, malgré tout, que comme c'est devenu fortement public, il y a quand même une prise de conscience qui est en train de s'enclencher. Là où on prenait le phénomène de la cyberattaque comme quelque chose de très invisible, très minoritaire, pas forcément pris en compte, pris au sérieux même par les entreprises ou certains utilisateurs. Maintenant, comme tout le monde est concerné, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une prise de conscience qui se prépare et qui s'enclenche. Donc il y a un phénomène de transformation. Je suis d'accord avec vous. En plus, je pense ce qui est très intéressant, c'est que les médias relayent de plus en plus. Quelque chose qui était caché il y a encore 2-3 ans. Les entreprises ne communiquaient pas sur des cyberattaques, les collectivités territoriales. Là, maintenant, les collectivités territoriales n'ont plus honte, je dirais à l'extrême, de communiquer là-dessus, comme les entreprises. Et ça nous permet, ça porte le message. Surtout de comprendre, par exemple, si on prend sur la Nouvelle-Aquitaine, une ETI sur 2 a subi une cyberattaque. Alors justement, l'État accompagne de plus en plus les entreprises financièrement, technologiquement. On voit qu'il y a des moyens en milliards d'euros qui vont être débloqués pour accompagner les entreprises. L'ANSSI dit que si on continue à s'équiper, à se cyberdéfense, dans cette cyberdéfense, on pourrait d'ici 5 ans quasiment avoir une immunité, comme le virus, on aurait une immunité cyber. Vous y croyez, vous ? Moi, si vous permettez, j'amènerai un bémol. Alors, c'est bien, il faut rassurer aussi les gens, dire à un moment, on est quand même, quand on parle de cybersécurité, je crois qu'il faut bien analyser déjà ce terme. Il y a le cyber, il y a la sécurité. Et la sécurité, je veux dire, c'est un monde qu'on connaît depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu cette problématique. Et une des caractéristiques de faire de la sécurité, c'est qu'on est toujours dans le concept de la flèche et de l'armure. Alors, la flèche et l'armure, le principe est assez simple. J'ai quelqu'un qui arrive et qui veut me tuer globalement, et donc j'ai commencé à mettre des armures. Le problème, c'est que mon armure, je la fais toujours en fonction de la flèche. Oui. D'accord ? Et à partir de là, en face, j'ai des gens qui, une fois que leur flèche ne pénètre plus l'armure, ils disent tiens, je vais faire une pointe un peu plus affûtée, je vais tirer un petit peu ailleurs, et puis à un moment, mon armure, elle est transpercée. Donc je vais refaire une autre armure, et ainsi de suite. Et donc, je ne pense pas qu'on arrivera à un moment à coincer, si l'on peut dire, et arrêter complètement les cyberattaques, parce qu'en face, on a des gens, et ça rejoindra, je pense, après, on en parlera un peu sur les compétences, on a en face de nous des criminels qui ont une autre dimension. Là, on a en face de nous des gens qui sont formés dans les meilleures écoles,
qui ont les meilleurs matériels. Voire même des anciens. En plus, oui, on a les attaques internes. Enfin, il y a aussi le phénomène qui arrive, c'est aussi l'attaque interne. Voilà, on pourra en parler. Mais voilà, donc on a en face de nous des gens qui... Puis, à partir du moment où telle attaque ne marche plus, ben, ils la font évoluer. Alors, on le verra si on parle un peu des attaques. Je veux dire, c'est plus les attaques qu'on avait il y a 2-3 ans. Ça évolue. Voilà, on a en face de nous des gens intelligents. Hein, et puis qui écoutent ce que l'on met en place. Ils ne sont pas bêtes non plus. Hein, ils lisent la presse grand public. Donc quand on dit, tiens, on va faire une action sur tel ou tel système, ils se disent, tiens, ben, on va attaquer autrement. Donc les hackers écoutent un peu le marché et s'adaptent. C'est presque un modèle économique. L'immunité, Alexandre, vous y croyez ? Non. Non, moi, je suis assez catégorique sur le sujet, un peu pour les mêmes raisons qu'évoque Didier. Il y a un phénomène de course à la compétence et à la technologie qui s'enclenche. Et quand on regarde un peu le paysage technologique des moyens mis en œuvre par les pirates informatiques pour exploiter des données ou pénétrer des systèmes d'information, il y a toujours un décalage entre la solution pour s'y protéger. Ouais, il est toujours en train de retard. Ouais. Ah oui, Alors, je ne sais pas comment vous le après. vivez au CH, ce genre de phénomène, technologiquement, si vous trouvez des réponses toujours adaptées. On trouve toujours des réponses, il y a toujours des moyens pour se protéger, mais ça reste toujours quelque chose par rapport à quelque chose qui a été vécu par un autre CH, par exemple. Et là, on met des moyens pour se protéger. Mais on n'est pas proactif. Et Non. c'est difficile d'être proactif sur quelque chose qui innove tous les jours. Ce que vous dites, Mathieu, c'est que finalement, on peut être que des cyberdéfenseurs et pas des cyber-attaquants, finalement, vis-à-vis de alors, sur certains niveaux, l'attaque. sur certains niveaux, je pense que si, mais à notre niveau, non. D'accord. Au niveau des petits Non, CH est-ce et que- les moyens CH, c'est compliqué d'être proactif sur des menaces. Donc il y a une sorte de communauté qui se crée aujourd'hui pour construire une cyberdéfense. Oui. Et ça rejoint un petit peu, nous, ce qu'on avait vu lors du FIC, par exemple, où on a constaté aussi ce phénomène de regroupement de compétences, regroupement d'entités dans des secteurs d'activité comme les métiers hospitaliers, les collectivités, pour justement apporter une réponse proportionnée. Et je pense aussi pour partager les moyens financiers, parce que malheureusement, ça reste encore un levier économique fort, la cybersécurité, pour justement anticiper ce genre de phénomène. Mais pour revenir à ta question, Johan, l'immunité, c'est une course technologique aujourd'hui. Et au même titre que la Covid, on voit les mutations qui arrivent aujourd'hui sur ce virus, et donc la réponse immunitaire se fait par l'intermédiaire d'un vaccin qui évolue, qui s'adapte. Bah, dans la cybersécurité, c'est la même chose. Merci Alexandre. J'avais une question pour vous sur la cyberdéfense. La cyberdéfense, elle a longtemps été abordée sous l'angle des outils. Hein. On parlait d'antivirus majoritairement. Est-ce que cette stratégie a évolué ces dernières années ? Elle a évolué par nécessité, parce que on s'est aperçu, au même phénomène que l'évolution des attaques a quand même fortement augmenté en termes de volume et en termes de moyens techniques. Le moyen technique ne suffit plus vraiment. Et il y a aussi une spécialisation du métier de la cybersécurité qui implique que maintenant, l'outil seul n'est plus un élément de réponse suffisant. Il faut aussi être capable de l'exploiter, et ça demande des compétences. On en reparlera certainement. Et puis la réponse à donner nécessite de la réactivité. Et les outils, des fois, ne sont pas en mesure d'agir de façon naturelle, automatiquement, avec une réactivité accrue ou une analyse pertinente faite par un humain. Donc, ce qui se développe beaucoup maintenant, c'est le monde, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la technologie au service de l'utilisateur ou au service de l'entreprise à travers des services managés de cybersécurité ou de cyberdéfense. Donc, se développe beaucoup, que ce soit pour les hôpitaux, mais aussi pour tout type d'entreprises et de collectivités, des services managés qui sont en propre ou délivrés par des sociétés prestataires pour protéger en temps réel les utilisateurs et les données des entreprises. C'est vraiment la réponse adaptée. C'est quand disait Didier autour de la sécurité maintenant en termes d'immunité, la réponse, il faut trouver la réponse adaptée. Le meilleur moyen de répondre, c'est d'être réactif. Et donc la notion de service se développe de plus en plus, du fait de la compétence et de la complexité des produits et des outils, et du fait de la nécessité de devenir réactif. Didier, Oui. vision partagée, outils plus services et mais le même combo plus gagnant. de services, plus d'organisation que d'outils. Je dirais, on peut reprendre un exemple, peut-être un petit peu trivial, c'est les pompiers. Je veux dire, c'est bien qu'ils aient des camions, c'est bien qu'ils aient des extincteurs. S'ils ne savent pas les utiliser, s'ils ne savent pas les positionner au bon endroit, ça sert strictement à rien. Il ne faut pas oublier ce problème d'organisation. Les outils ne suffisent pas.
merci à tous les deux pour votre vision. Et du coup, comment on arrive dans la vraie vie, Mathieu, vous qui côtoyez au quotidien? On arrive dans un moment où il y a un virage, où on a mis un tas d'outils, un tas de matériel pour se protéger, et on n'a plus l'humain derrière. On se rend compte qu'il n'y a plus assez d'humains pour manager ces outils. Et on est débordé par le nombre d'informations que ça renvoie. Et je rejoins après Alexandre dessus, il faut des personnes qui soient compétentes et 365 jours dans l'année, donc ça nécessite des formations, ça nécessite tous les jours d'être mis en question. Et là-dessus, après, c'est la ressource qui va derrière. Donc les outils, on les a, ils existent, on les utilise comme on peut, mais derrière, c'est l'humain qui va faire encore le travail de cybersécurité. Bon, c'est un sujet qu'on va aborder très prochainement, hein, la notion de compétence. On voit qu'on touche du doigt quand même un sujet extrêmement sensible et un véritable défi pour nos entreprises et nos centres hospitaliers. Alexandre, tu nous parlais tout à l'heure des systèmes très ouverts finalement et des risques liés au comportement des utilisateurs. Oui. Qu'en est-il, j'avais envie de poser la question à Didier, des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, est-ce que c'est des portes d'entrée pour les cyberattaques aujourd'hui, pour les entreprises, hein, j'entends? Je dirais même c'est des boulevards. C'est des boulevards d'entrée parce qu'on a l'impression de donner des informations personnelles, je veux dire, à un petit réseau d'amis. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a donné ces informations, elles sont sur le net, on dit, et elles y resteront. Et puis même, excuse-moi Johan, par rapport à l'accès à ces données personnelles, ça permet aussi de préparer des attaques, on va dire, plus ciblées. On a des attaques de phishing sur lesquelles on va pouvoir usurper l'identité de certaines personnes. Avec ces données-là, on va se passer, je veux dire par exemple, Johan, on sait que tu aimes faire du jogging, que tu as des informations, mais que pendant cette période où tu vas faire du jogging, tu n'es pas là. On va utiliser tes données personnelles pour faire passer un mail aux équipes internes et leur donner des directives en faisant croire que c'est toi alors que c'est pas toi. Et les gens vont tomber dans le piège. Ça, c'est des phénomènes de campagne de phishing ciblées qui sont très très courantes et très souvent usitées, sur lesquelles nous, on a vraiment un devoir, et je pense que ça, c'est à l'échelle même sociétale, de sensibiliser l'utilisateur. C'est le faux ordre de virement, ça c'est le deuxième en pourcentage. La première attaque qu'ont subi les entreprises, c'est le ransomware. Le deuxième, c'est le faux ordre de virement. On a eu le cas en Nouvelle-Aquitaine, comme ça, des virements, des faux ordres de virement pour plus de 500 000 euros. Avec une personne, pour décrire très rapidement, ils savaient qu'ils étaient en train de faire une acquisition d'entreprise à l'étranger. Donc le directeur financier n'était pas là, le directeur était aussi, il avait annoncé, il était en vacances. Donc coup de téléphone d'une personne à la responsable comptable, il dit voilà, je suis le cabinet, je ne vais pas citer le nom, qui travaillait sur l'affaire. Faut de suite lancer l'ordre de virement et puis vous restez très discrète parce que vous savez que l'opération est secrète, est très confidentielle. Et là, il y a un phénomène de manipulation psychologique. On n'est pas que sur l'approche technique. Il y a vraiment une mise de pression de la personne. Et donc la personne, la comptable, a fait le virement parce qu'elle avait toutes les bonnes infos, même avec des réflexions un peu très personnelles. On savait que le patron n'est pas là, mais vous savez, il vous a dit qu'il était là, mais voilà. Il avait toutes les clés. Voilà, il avait toutes les clés pour la mettre en confiance. Et le virement a été fait. Et donc, bien sûr, la surprise. Alors, bien sûr, la police a été alertée. On a réduit l'impact, mais il y a quand même plus de 200 000 euros qui ont été détournés comme ça. Alors, on reviendra sur la notion d'ouverture ou de porosité liée aux utilisateurs avec vous, Mathieu. J'aimerais juste poursuivre par rapport à cette thématique. Est-ce que ces fameux ransomware, espionnage, toutes ces cyberattaques, elles sont exclusivement pour les petites entreprises, les grandes entreprises? Est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise plus exposée où toutes les entreprises sont... Je dirais non. Non, plus maintenant. Ce que vous en pensez, non, ouais. Plus maintenant. Je pense que tout le monde est exposé. Tout le monde est concerné. Tout le monde doit être préparé. En fait, et même à titre personnel, c'est plus des entreprises. On le voit clairement. Même une personne chez soi peut se faire attaquer. Je vous donnerai deux exemples, qui sont vraiment aux deux extrêmes du spectre des entreprises. Bouygues Construction, le fameux immeuble Challenger avec 3000 utilisateurs à 50 ans en Yvelines, qui a été attaqué il y a quelques mois. Et à l'autre bout, je dirais, de la chaîne, j'ai été averti de ça sur l'île de Ré. Donc, vous voyez, on change complètement d'environnement. Un pizzaiolo qui a acheté un distributeur de pizza automatique et donc qui s'est fait hacker. En fait, ils ont récupéré les codes de promo et donc les gens viennent se servir gratuitement
dans son distributeur de pizza. Et là où il y a une vraie réponse à apporter, c'est les conséquences de ces attaques qui sont, pour à l'échelle des grandes sociétés, des grandes structures qui ont des assurances, qui ont des systèmes de protection avancés, qui ont des moyens techniques ou financiers qui permettent de se réassurer liés au risque cyber. Une attaque subie par une PME, une ETI ou une TPE, sous quelques jours, ça peut avoir des répercussions énormes au niveau de l'entreprise. Ça peut même faire couler la boîte. Donc ils payent plus souvent, c'est Alors, ça que dans le vous cas dites d'un ransomware, oui, le réflexe est souvent de se dire je vais payer parce que finalement j'ai besoin de récupérer rapidement mes données, sachant que l'ANSSI, mais même toutes les entreprises spécialisées dans la cyber disent il ne faut pas payer la rançon parce que déjà d'une part vous entretenez un modèle économique de payer une rançon, donc vous entretenez le modèle de piratage finalement. Et deuxième chose, vous n'avez aucune garantie que les données, vous les récupériez en intégrité, qu'elles n'aient pas déjà été exploitées, etc. Et puis surtout, ça prouve une chose, c'est que vous avez payé une fois, bah, il peut vous rattaquer le lendemain pour le refaire. Il n'y a pas de problème. Donc le truc, c'est que aujourd'hui, toutes les sociétés sont concernées, sauf que les impacts des cyberattaques ne sont pas les mêmes entre une structure de très grande taille qui a cette culture déjà entamée et qui, même si elles sont victimes de ces genres d'attaques, ont des moyens pour se protéger juridiquement ou techniquement. Dans le cadre de la TPE, il faut vraiment les accompagner et en avance de phase, les sensibiliser. Donc c'est vraiment le gros travail pour des acteurs de cybersécurité comme TIBCO, comme Mirad Dinerid, mais aussi au sein d'un CH avec Mathieu. C'est vraiment le travail de sensibilisation au niveau des utilisateurs et de la direction pour les impliquer, de dire qu'on est tous concernés et les impacts peuvent être conséquents très rapidement. D'accord. Mathieu, j'avais envie de vous entendre sur les environnements spécifiques d'un centre hospitalier et de comprendre peut-être pour nos auditeurs quelle stratégie vous avez mis en place pour cyber-protéger votre équipement. Alors, il y a deux manières. On travaille sur deux parties. On va avoir l'organisationnel et la partie technique. La partie technique, on travaille dessus depuis maintenant 4 ans. Donc, on protège chaque partie de notre système d'information. On a commencé par toute la partie externe de notre CH, tout ce qui pouvait entrer. Donc, on est passé par un test d'intrusion dans un premier temps pour connaître notre existant, par ce qui pouvait nous arriver. Et ça nous a permis de découvrir, bien sûr, un ensemble de failles qu'il a fallu corriger soit rapidement, soit que nous sommes toujours en cours de clôture. Et ensuite, on s'est attaqué au deuxième point, qui est quand même le point d'entrée principal des virus, qui est la messagerie. D'accord. Donc on a grandement sécurisé notre messagerie avec différents outils, mais on reste toujours dans l'outil, dans la partie technique. Et maintenant, il va falloir qu'on s'attaque justement à l'humain. Donc c'est de l'organisationnel, la sensibilisation, et c'est une grande part de travail à l'heure actuelle sur l'ensemble du CH. Donc les utilisateurs ? Les utilisateurs. Donc les utilisateurs, la direction, sensibiliser la direction, les utilisateurs qui comprennent ce qui peut leur arriver, parce que c'est pas le tout de dire ça peut arriver et ça va arriver, mais comment on va le gérer. Donc ça, c'est les travaux qui sont lancés là sur cette année pour notre CH. D'accord. Et à l'échelle du centre hospitalier, je crois savoir qu'il y a quand même différentes populations. Il y a des personnels hospitaliers, il y a les soignants, il y a des libéraux, les médecins, qui viennent peut-être profiter de la structure du CH pour travailler. Il y a peut-être aussi des patients. Comment est-ce qu'on arrive est-ce que vous avez réussi à déployer une stratégie pour toutes ces typologies très différentes en termes d'utilisateurs? Alors on essaye de faire une typologie pour chez nous unique. C'est-à-dire les mêmes outils pour tout le monde, et on gère plutôt les droits d'accès. D'accord. On est plutôt sur la sensibilisation des droits d'accès. Alors le problème dans les hôpitaux, c'est que alors c'est un problème ou un avantage, c'est une force et une faiblesse, c'est qu'on a un millefeuille de normes et de réglementations à respecter. On a l'HAS, on a tout ce qui est la PG6IS, toutes ces normes-là à respecter, l'instruction 309, on peut en parler énormément, et du coup on doit piocher dans toutes ces briques et pour respecter les normes et essayer d'apporter ça sans impacter, on va dire, la prise en charge du patient. Et ça, c'est une grande difficulté. Donc trouver l'équilibre entre être normatif et pas trop contraignant, voilà, et sécuriser, et les médecins. Oui. Voilà. Dites à un médecin que pour, à chaque fois qu'il veut faire une entrée dans le dossier patient, il doit saisir un identifiant et un mot de passe. Pour lui, il va vous dire que c'est pas vraiment son métier. Il est là pour soigner, il n'est pas là pour perdre du temps à essayer ce que je peux comprendre, hein, c'est leur métier.
Mais d'un autre côté, nous, on doit tracer tout ce qui se passe aussi sur un système d'information en cas de problème à venir. Donc un travail de pédagogie, Oui. d'information, de formation des utilisateurs. Au niveau de ce que disait Alexandre sur finalement la porosité des systèmes et entre autres avec le travail hybride, hein, on entend parler du télétravail, du travail sur site. Est-ce que ça a été des nouveaux défis pour vous, cette cohabitation Alors, en termes de cyberattaque? Au CH, on portait déjà beaucoup le télétravail dans nos habitudes. C'était une volonté de la direction de pouvoir déjà faire du télétravail. Donc, on était préparé au télétravail, mais pas à grande échelle. Notre principal défi a été d'agrandir en masse, de passer de 5 à 6 utilisateurs par jour à 150. Et c'était là, le plus grand défi était là. D'accord. Vérifier les connexions, s'assurer qu'il n'y ait pas de perturbations sur le réseau et que la personne qui se connecte soit bien la personne ayant besoin d'y accéder. Et c'était là le défi. D'accord. Messieurs, le télétravail, l'hybridation du travail, est-ce que ça a été une nouvelle porte pour les hackers ou... Visiblement, je oui. dirais un boulevard là aussi. Hein. Encore, Bah oui. décidément, Oui, non. on travaille dans l'urbanisme. Les hackers travaillent dans l'urbanisme. Non, Les usages ouvrent des Voilà, boulevards. non, mais du jour au lendemain, hein, on l'a tous vécu, c'est faut partir. Faut partir. Aujourd'hui, tu es dans l'entreprise, demain, tu es chez toi. Prends Voilà. ton PC sous le bras et emmène-le chez toi. Et ce PC, en plus, bien souvent, c'était la seule ressource informatique pour toute la famille, parce qu'on a fait ça avec les enfants, on a fait ça avec le conjoint, etc. Et donc, déjà, premier problème, comment je vais séparer les usages professionnels des usages personnels? Et ça, il faut le paramétrer avant, ça ne se fait pas sur place. Donc, on a eu ce problème-là. Après, bien sûr, si on prend tous les aspects du cybermonde, qu'est-ce que vous avez comme type de connexion? Est-ce que votre borne Wi-Fi est protégée? Votre box, est-ce qu'elle est protégée? Comment vous allez utiliser votre appareil? Comment vous allez accéder aussi au système d'information? Voilà. Et là, alors, on pourrait rentrer, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. J'ai développé pas mal de choses là-dessus. Mais voilà, comment j'assure après l'intégrité des données? Comment je fais la sauvegarde des données? Et une fois qu'on a fait ça, un jour, on a dit, maintenant, vous revenez dans l'entreprise. Et comme les gens étaient pressés, on a reconnecté rapidement ces appareils sans les passer alors qu'il aurait fallu les passer dans une salle blanche. Tout à C'est-à-dire fait. globalement, Et faire réanalyser. une sauvegarde, je m'assure de l'intégrité des données. Maintenant, je prends votre appareil. Globalement, ce qu'il fallait faire, c'est le reconfigurer totalement. C'est-à-dire, globalement, je refais un formatage, je remonte le système. Comme ça, je referme toutes les portes qui ont été ouvertes par moi parce que j'ai utilisé à titre personnel pour accéder à des formalités administratives, j'ai laissé à mon conjoint ou à ma conjointe, j'ai laissé aux enfants pour qu'ils accèdent aux trucs de cours. Non, on a tout rebranché vite fait. Donc on a eu plein de risques qui ont été, c'est pour ça que je parlais de boulevard. C'est vrai que le terme était peut-être un peu mal approprié, mais c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on a ce que j'ai récupéré chez moi, je le rebalance dans l'entreprise, sans filtre, sans rien. Bon, le télétravail, ça a été aussi du côté positif. On va essayer de ressortir un côté positif à tout ça. C'était quand même un énorme accélérateur de transformation numérique pour les entreprises. La cybersécurité est passée en second plan, j'ai envie de dire, parce que cette transformation numérique a permis aux entreprises de continuer de travailler. Maintenant, à nous aussi, acteurs de cybersécurité, de réaligner les choses. C'est-à-dire de ne pas être un frein forcément au développement de cette transformation liée par exemple au télétravail, et d'apporter des réponses, on va dire, de sécurité avec des technologies, mais aussi des méthodes de travail qui permettent de s'assurer que, quel que soit le contexte géographique de travail, le lieu de travail, quel que soit le mode de travail, la sécurité des données, la sécurité de l'entreprise est garantie. Alors c'est ça, on rejoint tout à fait, on ouvre des portes. Ouvrir la messagerie instantanée telle que Teams, Zoom, toutes ces choses-là, c'est nouveau pour un centre hospitalier. Donc oui, on a appris beaucoup de nouveautés, on a appris beaucoup de ce Covid. On a mis beaucoup de nouvelles technologies en place et on a ouvert des portes justement à l'insécurité, quoi. Alors, j'ai envie de vous proposer de rentrer dans une séquence un peu plus recommandations, conseils pour celles et ceux qui vont vous regarder. Pour choisir un bon partenaire pour vous cybersécuriser aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pourriez donner, Mathieu? Alors, bien vérifier ce qu'ils vous proposent. C'est-à-dire?
on pourrait trouver des gens qui vont vous accompagner dans la cybersécurité et le jour J, où vous en avez vraiment besoin, faut savoir ce qu'ils vous proposent réellement et pas tomber sur quelque chose qui ne correspond pas à votre entreprise. Ça veut dire lire entre les lignes? Lire entre les lignes, quelqu'un qui connaît votre environnement. L'environnement hospitalier peut être différent d'un environnement d'entreprise. Donc il faut aussi s'approprier les environnements dans lesquels le prestataire va intervenir. D'accord. Donc plutôt orienté, vous avez choisi plutôt un acteur orienté qui a une connaissance du centre hospitalier, de l'environnement Oui, santé? on a choisi quelqu'un qui travaille déjà avec nous depuis quelques années, qui maîtrise notre environnement, qui ont des connaissances sur notre environnement. D'accord. Et voilà, le jour où on en aura besoin, j'espère que qui sera présent. Et qui Bon, ça veut dire que voilà. déjà, vous n'en avez pas encore fait appel. Non, on bon, n'a pas fait très encore bien. appel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien souvent, on a le problème que les gens ne savent pas exprimer leurs besoins. Ils disent voilà, protégez-moi le truc. Vous voulez quoi? Voilà. Et puis, une fois qu'on a exprimé le besoin, c'est d'être capable de le contrôler. Voilà. Et là, on pourrait reprendre les normes. Hein. C'est la maîtrise, je dirais, de ces sous-traitants. Et on le voit bien, que ce soit dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, c'est la non-maîtrise de ces sous-traitants. C'est-à-dire qu'on a sous-traitant, historiquement, C'est un autre vecteur Bon. d'attaque. qui fait ce qu'il a à faire, a priori. Et puis alors, quand on commence à analyser, on dit, mais il vous fait des rapports régulièrement sur les incidents, les sauvegardes, ça se passe bien. Je sais pas. Tous les ans, on signe le contrat, et puis voilà. Hein, alors, je grossis un peu le trait, bien sûr. Mais c'est ça, c'est la non-maîtrise. Et il faut, bien sûr, en termes de sécurité, être capable de maîtriser. Donc ça commence par quel est mon besoin, hein, être capable de bien l'établir avec son sous-traitant, qui va devenir un partenaire. C'est parce que quand on fait de la sécurité, je crois on change le rapport des choses. Oui. On n'est plus je dirais, quelqu'un qui fournit des bouteilles d'eau ou qui ravitaille l'essence, quoi. Je caricature, mais voilà, ou qui va faire le nettoyage. Hein, la sécurité, il faut que la personne comprenne mes risques. Donc c'est pour ça que je dois être capable d'exprimer le besoin, qu'elle ait analysé avec moi les risques, qu'on partage ça, et bien sûr régulièrement l'auditer. On peut prendre ce terme, c'est-à-dire régulièrement dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur les 6 mois? Alors, en fonction du risque, on ne va pas demander tous les jours à l'entreprise, à notre partenaire de nous dire ce qu'il a fait, mais voilà, régulièrement dire voilà. Ça veut dire que vous recommandez des tests d'intrusion, vous recommandez des actions auprès des utilisateurs? Comprendre ce que va faire mon prestataire, être capable de comprendre aussi ce qui m'amène comme résultat, pour en permanence le challenger, parce que la sécurité, voilà, c'est ça, c'est être capable de savoir ce qui se passe sur mon système, et pas confier, je dirais, à l'extrême, si je reprendrais une histoire comique, les clés du camion à n'importe qui, quoi. D'accord. Et nous, on a fermé tous les accès. En fait. Au Oui, CH, on a fermé tous les accès aux Zéro prestataires. trust. D'accord. On a fermé tous les accès qu'ils avaient. L'ancien type de connexion, on est passé sur un système protégé. Maintenant, ils ont des moyens de prendre la main et d'intervenir sur le système d'information, mais c'est contrôlé. D'accord. Et ça, c'est important. Mais aussi, il y a un changement de posture à avoir quand on est sous-traitant maintenant. C'est-à-dire qu'on doit vraiment endosser une posture de cybersécurité et pas simplement être là pour maintenir un équipement et de maintenir l'équipement le plus efficacement possible avec le moins de difficultés. C'est en se disant, bah, tiens, je vais mettre le mot de passe pour tous mes clients le même et ce sera la belle vie, quoi. Non, il faut vraiment avoir... On rencontre encore ça, ce type de oui, comportement? bien sûr, Oui, oui, oui. complètement. On parle un petit peu système d'information, et dans le système d'information, chose qu'on n'a pas trop parlé, pas trop abordé, pardon, c'est tous les outils connectés. L'IoT, Notamment les caméras, les lecteurs de badge à l'entrée, etc. Qui sont des moyens de pénétration, parce qu'en plus on n'y fait pas attention, c'est ça le pire. Hein, on a l'impression. Alors qu'en fait, ils sont dans le cybermonde. C'est ça aussi la problématique du cybermonde. J'ajouterais même que des fois, ils sont installés Ouais. par des personnes qui sont détachées du service informatique et le service informatique n'a pas connaissance de l'installation de ces équipements parce qui que- utilisent pourtant le réseau informatique. Parce que ça relève des moyens généraux, bien Voilà. souvent, la caméra. Donc ce que vous dites, c'est la cybersécurité, finalement, c'est pas le périmètre uniquement de la direction informatique ou du responsable informatique, c'est toute l'entreprise, tout C'est l'écosystème. transversal. D'accord. Vous avez intégré cette notion de téléphone portable connecté, toute de l'IoT, La montre. les montres, tout La ça. Est-ce que montre c'est des connectée, sujets que tout ça, vous ça fait Chez intégrez? nous, on en est à réfléchir sur les pacemakers, sur tout ce qui est connecté. Donc, dans un hôpital, tout est de plus en plus connecté. On nous demande de connecter des échographes, on nous demande des ECG, tous les outils, les pompes à insuline, toutes ces choses-là demandent d'être connectées maintenant. D'accord. Pour rentrer en fait, d'avoir un dossier patient complet.
Et ces choses-là chez nous, c'est l'univers du biomédical. Et ces outils, ils embarquent des systèmes d'exploitation qui, des fois, ont des grosses failles de sécurité. Ouais. D'accord. Et la sécurité de base n'est pas pensée. Elles ont des très J'allais grosses failles, compléter ouais. par rapport aux éditeurs et constructeurs, comme dans le monde du biomédical, mais dans Mm. l'industrie aussi. Ils s'appuient sur des technologies des fois très anciennes, qui sont des portes, encore une fois, ouvertes en termes de sécurité. Les fameux boulevards. Les fameux boulevards, évidemment, on en ouvre des boulevards. Et le truc, c'est que le problème, c'est que pour faire fonctionner ces appareils industriels, l'éditeur, pour continuer de garantir le bon fonctionnement de son outil, va dire au client: je ne souhaite pas que vous mettiez à jour cet équipement. Ça ne va pas garantir le bon fonctionnement je sais pas, du scanner que vous utilisez ou de la chaîne de production. Donc, vous devez rester sur le Windows XP qui est installé. Sauf que d'un point de vue sécu, ça passe pas. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut apporter ensuite pour s'assurer que fonctionnellement et d'un point de vue métier, on continue de garantir le bon fonctionnement du service avec les outils industriels, tout en apportant une réponse de sécurité. C'est très compliqué. C'est aussi pour ça que les constructeurs, je vais prendre l'exemple de Schneider, dans le monde de l'automobile, travaillent aujourd'hui sur des chaînes de production qui tiennent compte dans le modèle du security by design en disant je dois prendre en compte aussi toutes les problématiques de sécurité, de mise à jour de mes équipements que je propose à mes clients d'un point de vue industriel. Mais ça, c'est nouveau. C'était il y a encore 2 ans, ce n'était pas le cas.